Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe majeur de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Mathieu Cornetti, président de la société de gestion Impact Partners, qui publie son manifeste pour une Europe à impact. Il nous présentera ces entreprises pionnières qu'il a financées. Dans le Zoom de notre émission, on verra comment des collectivités locales peuvent s'engager dans l'économie circulaire, avec l'exemple de la communauté de communes Auré-Quiberon Terre Atlantique. Et puis, dans notre rubrique Startup, vous découvrirez Monoméris qui revalorise les déchets plastiques et qui en fait de nouvelles matières premières. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Mathieu Cornetti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la société de gestion Impact Partners et vous publiez ce manifeste pour une Europe à impact aux éditions Vuibert, 9 entrepreneurs au service d'une transition juste. Et on va donner quelques exemples de ces entreprises que vous avez décidé d'accompagner, de financer. C'est quoi le point de départ d'Impact Partners? Racontez-nous. Ça commence en 2007 avec, je pense, une prise de conscience collective suite aux émeutes urbaines qu'il y a des territoires sur lesquels il y a des enjeux sociaux très forts, que le levier de l'entrepreneuriat peut être utile, en l'occurrence pour y créer de l'emploi. Et donc, voilà, c'est l'idée d'associer la finance à un enjeu social fort. Et puis, depuis 2007, depuis plus de 15 ans, on a construit une plateforme qui est aujourd'hui reconnue comme une plateforme leader en Europe sur ces sujets sociaux, parce que très naturellement, beaucoup opposent la rentabilité au social. Ouais. On a construit quelque chose d'européen avec des équipes d'investissement à Copenhague, à Francfort, à Milan, à Barcelone. Et puis, on a montré que ça marchait avec des super entrepreneurs. Donc, effectivement, il y a 9 aventures entrepreneuriales qu'on a accompagnées vers cette dimension européenne, parce qu'il y a des solutions, elles existent, pour cette transition juste. Quand vous vous lancez, on vous prend pour un extraterrestre, ça n'existe pas, il y a déjà d'autres... business angel ou société de gestion qui s'orientent vers ce choix ou pas du tout? Non, à l'époque, aujourd'hui, je suis très heureux d'être réinvité dans votre émission. Smart Impact, ce terme d'impact, il est aujourd'hui populaire, utilisé. Mais il faut imaginer qu'en 2007, en 2009, quand on a la société de gestion, le mot même d'impact investing n'existe pas. Donc c'est juste... on ne va pas dire extraterrestre, mais très clairement, c'est beaucoup de gentillesse, beaucoup d'investisseurs qui me disent à Mathieu et à toute l'équipe, à Abderzak, écoutez, on regardera deal by deal, on regardera ce que vous avez fait. Faites vos preuves, quoi. Ouais, et ça, c'est... ça, en fait, 15 ans plus tard, c'est une réussite, et malheureusement pour notre marché, c'est encore trop peu réalisé. Voilà. Mais il faut des histoires comme les nôtres. Oui, quand vous dites ne pas opposer social et rentabilité, ça faisait partie des défis que vous souhaitiez relever dès le départ, c'est-à-dire faire cette démonstration? Cette démonstration, elle n'est pas évidente, ça dépend des modèles économiques. Oui. Si on prend un exemple social très fort qui est le logement, prenons l'hébergement d'urgence. Vous avez des personnes qui dorment à la rue. Il faut en urgence leur trouver un toit. Souvent, ce sont des familles. Et ce n'est pas que pour une nuit. Le résultat, c'est qu'en fait, si vous voulez faire un vrai accompagnement social, il faut aussi des cuisines. Il faut préserver la cellule familiale. Et si vous commencez à installer dans votre hôtel des cuisines, ça prend de la place, ça coûte plus cher, vous êtes moins rentable. C'est un exemple comme beaucoup d'autres où on se dit... Mais en fait, si jamais on s'adresse à une population plus précaire, ça va coûter plus cher, ça va être moins rentable, ça va être vendu moins cher, alors qu'en fait, il y a des modèles qui existent. Quand on a investi dans une entreprise qui fait du recyclage de matelas, vous pouvez retrouver dans le livre, oui. Le modèle est assez simple, c'est qu'en fait, quand vous ouvrez une usine, c'est une vingtaine d'emplois pour des personnes en insertion, donc des gens qui sont en grande difficulté pour rentrer sur le marché du travail, parce qu'elles sortent de prison, parce qu'elles sont primo-arrivantes. Et plus vous ouvrez d'usines,
plus vous créez d'emplois pour ces personnes. Et ces emplois, c'est intéressant d'avoir cet agrément entreprise d'insertion, parce qu'ouvrir une usine, en général, vous n'êtes pas très bien accueilli par les riverains. Mais si le pouvoir politique local comprend que c'est 20 emplois pour des personnes fragiles, vous êtes accueillis les bras ouverts. Et donc, c'est une croissance, plus d'usines, plus de chiffre d'affaires. Et à la fin, évidemment, une vraie plus-value aussi pour les actionnaires. Mais pourquoi vous avez ce manifeste pour une Europe à impact vous vouliez insister justement sur une dimension européenne, sur une construction européenne autour de ces enjeux? Je pense que l'ADN d'Impact Partners, c'est quand on a un problème, voire même une frustration. Peut-être, là, on est sur de la psychologie, mais quand on a simplement une frustration, on est né avec un passeport européen. C'est une réussite administrative. On a des élections européennes, c'est incarné. Mais en termes d'entrepreneuriat, c'est quoi l'Europe? Citez-moi une entreprise qui soit européenne. Voilà. Il y avait Airbus, mais Airbus aux US, ils sont américains. Et en Chine, ils sont chinois. Voilà. Cette réalité d'un entrepreneur en Europe, c'est que vous réussissez en France, on va vous orienter vers les US. Vous réussissez au Danemark, on va vous orienter vers les US. On est en plus sur des sujets qui sont très souvent hors sol, c'est-à-dire que vous allez prendre un développeur à Barcelone et aller chercher un client en Chine. Alors qu'en fait, sur nos sujets à nous, ces sujets sociaux, quand vous êtes avec un modèle qui fonctionne sur l'éducation des enfants autistes en France, eh bien, il va falloir, pour aller en Allemagne, au Danemark ou en Italie, adapter votre modèle, il va falloir un accompagnement, et c'est la raison de notre fonds. D'accord. Et donc, ça veut dire que... Je reviens sur l'exemple d'Airbus, parce qu'il n'y a plus de géants européens, mais c'est par manque de volonté politique, ou c'est parce que les entrepreneurs ne font pas cette démarche? Parce que si on revient à l'origine de la création d'Airbus, c'est aussi beaucoup des chefs d'entreprise. Ce n'était pas seulement les États qui avaient décidé de créer ce géant européen. Alors, pour moi, ces entreprises, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, en fait, pour moi, on n'a pas d'entreprise européenne et c'est un manque parce que cette Europe entrepreneuriale, elle doit être incarnée, en particulier sur les sujets sociaux. Maintenant, soit vous êtes une entreprise nationale, soit vous êtes internationale. Mais dès que vous êtes international, vous gardez votre nationalité. Voilà. Et voire même vous la gommez. Des exemples, si on regarde des exemples je pense qu'il y a une entreprise franco-allemande intéressante qui est Odo BHF. Mais c'est le projet d'un entrepreneur qui est Philippe Odo, qui a décidé de devenir aussi de devenir aussi allemand en Allemagne. Parce qu'en fait, c'est ça le gros défi qu'on relève avec Impact Partners, c'est que être européen, ça veut dire être danois au Danemark, français en France et italien en Italie. Et donc, si une solution marche dans un pays, il faut malgré tout, ce que vous nous disiez, l'adapter dans le pays. On peut prendre quelques exemples que vous citez dans votre livre. Là, j'en ai peut-être le plus, avant que moi je choisisse les miens, le plus emblématique pour vous, c'est quoi? C'est toujours difficile de choisir. Mais je vais même, alors c'est pire encore, c'est que je vais, de façon totalement égocentrée, je vais revenir sur Impact Partners. Société de gestion, on est régulé en France, mais on est considéré comme danois au Danemark, avec une équipe d'investissement au Danemark, avec des investisseurs au Danemark, avec des entrepreneurs qu'on a financés au Danemark. Simplement, on est aujourd'hui une société européenne, une SE. Parce que quand vous allez au Danemark, vous venez pas en tant que Français expliquer ce qu'est le social. Même si les Français adorent expliquer les choses au monde entier. Avec un tout petit peu d'arrogance, mais bon. Voilà. Et donc, il faut être extrêmement précautionneux et vous avez l'obligation en Europe de vous adapter à un contexte local. Pour revenir à nos exemples d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, je peux prendre l'exemple de PRS, Plastic Repair System, qui est un entrepreneur espagnol qui se dit qu'on a marre de voir des palettes en plastique qui sont utilisées dans certaines industries être jetées à la poubelle dès qu'elles sont abîmées. Et donc, il va inventer la soudure en plastique sur du plastique. Il va ouvrir 3 usines, 200 emplois pour des personnes en insertion. Et donc, on l'a aidé pour ouvrir une nouvelle usine. Vous l'avez financé à quel moment de son développement? Eh bien, en fait, on s'intéresse à... On a une période, une période de détention, d'accompagnement de 5 à 7 ans.
Si vous voulez devenir européen, par de la croissance interne ou externe, ça prend du temps. Et donc, il faut déjà un modèle économique éprouvé. Donc, on a attendu qu'il ait ces 3 usines qui tournent, qu'il ait ce chiffre d'affaires, que son modèle soit éprouvé, pour l'accompagner sur l'ouverture d'une nouvelle usine en Pologne. On va en ouvrir une autre en Roumanie. Je pense à Vélogic, qui est une entreprise basée à Lyon, qui est le spécialiste de la maintenance des flottes de vélos. De plus en plus complexes à maintenir. Et là aussi, c'est environ 200 emplois pour des personnes en insertion en France. C'est les Véligo, Vélogic, Véligo, Vélib et autres. Et la flotte de la Poste. Et on les a accompagnés pour ouvrir une nouvelle filiale à Glasgow avec une charity et avoir ce modèle qui associe une performance économique et une performance sociale. Tiens, je voudrais qu'on prenne un dernier exemple. C'est une plateforme d'interprétariat en Allemagne, c'est ça? Alors, je veux bien que vous nous expliquiez ce que c'est. Attention. C'est pas exactement ça? C'est pas ça, la société est autrichienne. Ah, voilà, si je leur dis allemand, ils vont être très en colère, ça je comprends. Exactement. Oui. En l'occurrence, c'est Félix, notre partenaire en Allemagne, à Francfort, qui a accompagné, identifié cet entrepreneur. Post-crise syrienne, un pays d'Europe, en l'occurrence l'Allemagne, s'est retrouvé avec un vrai enjeu d'accessibilité de certains services publics de base, pouvoir saisir la justice, pouvoir avoir un rendez-vous médical et la confidentialité et la fiabilité. Et donc, on a effectivement cette entreprise qui s'appelle SAVD, qui est basée en Autriche, qui propose des services d'interprétariat à distance certifiés pour certains services publics. Voilà, aider ces populations à trouver un emploi. Et malheureusement, avec la crise ukrainienne, c'est aussi ça, c'est pour ça qu'on parle de transition juste, c'est que cette transition, elle aura lieu parce que le changement climatique aura lieu et que on aura des enjeux de migration, on aura des enjeux d'intégration. Et SAVD, c'est une solution qui est aujourd'hui présente en zone germanophone et on va essayer de les accompagner aussi pour être présente en Italie. Merci beaucoup Mathieu Cornietti. Votre manifeste pour une Europe à impact est donc publié chez Vuibert Éditions. On passe tout de suite au zoom de notre émission, comment une communauté de communes booste l'économie circulaire. Le zoom de ce Smart Impact, on parle de l'engagement des collectivités locales pour l'économie circulaire, pour les mobilités douces aussi, et on prend l'exemple d'Aurec-Quiberon, Terre Atlantique. Bonjour Yann Christel. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le directeur général des services de AQTA Aurec-Quiberon, Terre Atlantique. Combien de communes, combien d'habitants, on est où ? Une intercommunalité de 24 communes, 90 000 habitants, 200 000 en été, premier territoire touristique de Bretagne. On est entre Vannes et Lorient, entre la Ria d'Étaine et le golfe du Morbihan, et puis baigné au sud par la baie de Quiberon, la presqu'île de Quiberon, les îles de Ouate et Edic. Voilà, donc un beau territoire avec une grosse attractivité qui entraîne un certain nombre d'enjeux. Oui, alors justement, c'est quoi les spécificités d'un territoire comme celui-là? Déjà, j'en vois un dans ce que vous me décrivez, c'est l'accroissement de population. C'est-à-dire, on passe de 90 000 à 200 000, on fait x2, x2,5 chaque été, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, ça entraîne en effet un certain nombre d'enjeux pour adapter les différentes politiques publiques, les différentes infrastructures à ce niveau que nous avons sur quelques mois de l'année. Et c'est bien sûr des enjeux financiers qui sont liés à ces mises à niveau. Et puis, c'est aussi des questions de mobilité, des questions de logement. Cette attractivité nous pose bien sûr, la politique touristique est une véritable richesse pour notre territoire. Oui, c'est une richesse, mais c'est aussi ce sont aussi des contraintes, exactement. Voilà. Et notamment en termes de logement, en effet, parce que le prix du logement, le prix du foncier explose, et c'est difficile pour les entreprises de loger leurs salariés. Ouais. On va parler de ces engagements, économie circulaire, mobilité douce, qui sont en quelque sorte symbolisés ou incarnés par un événement intitulé Les Circulaires, que vous avez organisé pour les 10 ans de la communauté de communes. Alors, c'est quoi les circulaires ?
Les circulaires, c'est l'envie, en effet, pour les 10 ans d'Oreca Bronterre Atlantique, de se projeter sur le long terme, d'imaginer le territoire dans 20 ans ou dans 30 ans, mais pas seul, pas uniquement avec les élus, avec les chefs d'entreprise du territoire. Et on a senti un vrai engagement de leur part. Et les circulaires, c'est donc à la fois un séminaire d'entreprise, 40 entreprises engagées pour cette première édition, on était très contents du résultat, sur 2 jours, sur un certain nombre de tables rondes, d'ateliers autour des transitions dans toutes leurs dimensions. Et puis du sport aussi, des activités proposées aux visiteurs. Voilà, et le dimanche, en effet, une opération grand public, 1200 participants à vélo entre Auray et Carnac, à travers pas très loin des Menhirs, sur la grande plage de Carnac. Les entreprises qui avaient participé au séminaire ont engagé leurs salariés aussi dans cette opération, donc c'était ouvert au grand public, mais aussi une opération, j'allais dire, de cohésion d'entreprise pour le personnel de ces entreprises engagées. C'était aussi, on va évidemment parler du séminaire et des entreprises longuement dans cette interview, mais je rebondis sur cet événement sportif. C'est aussi une façon de faire la promotion des mobilités douces ? Oui, tout à fait. Alors, événement sportif, c'est un bien grand mot. C'était un événement, en effet, autour des mobilités, une balade à vélo, grandeur G. Enfin, voilà. Bon, d'accord, il n'y avait pas de classement et, il n'y avait pas de classement, et de record à battre. Mais exactement, voilà, une balade vraiment tranquille, mais en effet, pour montrer qu'il y a des infrastructures, que c'est simple de se déplacer à vélo sur notre territoire, qu'il existe des infrastructures. Pardon de vous interrompre. Est-ce que c'est si simple que ça ? Parce que ça, c'est un vrai défi dès qu'on sort des grandes villes. On est là, on dit, voilà, mais plus jamais la voiture. Bon, ben, on se rend compte que partout ailleurs en France, pour aller travailler, chercher les enfants, les emmener au sport, etc., sans voiture, c'est compliqué. Donc, comment vous relevez ce défi-là, vous ? C'est un vrai enjeu pour un territoire comme le nôtre. La Bretagne, d'une manière générale, a un mode d'urbanisation assez diffus. On a quelques grandes villes, Rennes, Nantes, si on considère que c'est en Bretagne, et un certain nombre de villes moyennes comme Lorient, Vannes, Auray. Mais c'est vrai qu'il est difficile de se passer au quotidien de la voiture. Mais c'est j'allais dire, une addition de solutions en termes de mobilité. C'est bien sûr quand même les transports collectifs, et on vient d'investir avec nos voisins et la région Bretagne pour améliorer la fréquence des trains sur le barreau sud de la Bretagne entre Quimper et Rennes. Et pour en faire vraiment une mobilité, un moyen de mobilité du quotidien. C'est aussi les infrastructures vélo, bien sûr. Voilà, c'est l'encouragement au covoiturage. Il y a plein de solutions. C'est des additions de petites solutions comme ça qui nous permettront de faire un peu mieux, même si en effet, bien sûr que la voiture reste un outil indispensable. Ouais. Avec donc cet événement dans le cadre des circulaires, ce séminaire destiné aux entreprises. Quelle était l'ambition initiale, en fait ? Pourquoi vous vous dites il faut qu'on... Alors, moi, je peux penser à l'attractivité du territoire, au fait de maintenir les entreprises dans un territoire. J'ai plein d'idées, mais vous, quelle était votre mission ? C'est pas ça. Super. L'attractivité, elle est là et elle existe. Et bien sûr, on l'entretient, mais il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. L'ambition de ce séminaire, c'était vraiment de désiloter, de se dire que l'intérêt général, ce n'est pas que la propriété du secteur public, des collectivités territoriales que nous sommes. C'est une appropriation de cet intérêt général par tous les acteurs, notamment les acteurs économiques, et puis pour une prochaine édition, certainement les acteurs associatifs, etc. Et on a été surpris de l'engouement et de l'engagement de ces entreprises qui, en effet, nous disent mais on a besoin des collectivités pour participer au développement de ce territoire et pour imaginer le territoire de 20 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Et donc ça passe notamment, on va pouvoir décliner quelques exemples, par la promotion de l'économie circulaire. Ça tombe bien, c'est le nom de cet événement, les circulaires. Déjà, quelles actions on parlera de ce qui a peut-être été partagé, les bonnes idées, les innovations, les bonnes pratiques à l'occasion de ce séminaire. Mais déjà, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans le territoire pour l'économie circulaire ? Alors, il y a par exemple une opération très simple qui s'appelle « Nos déchets sont vos ressources ». On amène les entreprises à se rencontrer 4 fois dans l'année. Il y a une plateforme en ligne aussi qui permet à des entreprises de partager tout simplement du matériel. Ça peut être des emballages, ça peut être des vieux déchets de chantier, ça peut être des moyens informatiques, des moyens immobiliers, etc. et qui sont partagés. Donc, cette plateforme en ligne qui permet de se rencontrer. C'est un exemple parmi d'autres. C'est ce que vous appelez la bourse aux ressources ? Oui, exactement. C'est ça. Ouais, tout à fait. Et donc ça marche depuis plusieurs années ? Ça marche bien, ça marche depuis 2 ans et ça prend bien. On a 71 entreprises qui sont engagées dans cette démarche-là. Pendant les circulaires, on a eu un atelier spécifique là-dessus. Il y a eu 88 ressources qui ont été identifiées par les entreprises elles-mêmes qui participaient à cet atelier comme étant j'allais dire des valeurs qui sont pourtant à l'origine des déchets, mais des valeurs à partager avec d'autres entreprises. Ouais, moi, je suis fasciné par ce changement d'état d'esprit. C'est-à-dire ce qui était un déchet qui nous coûtait de l'argent et dont il fallait se
débarrasser, d'un seul coup, ça devient, une ressource et du chiffre d'affaires pour les entreprises. L'économie circulaire, il y a aussi une logique d'emploi, de pérennisation de l'emploi local. Par définition, l'économie circulaire, elle ne peut pas être mondialisée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ouais. Alors c'est vrai que c'est en effet un enjeu au niveau local que de maintenir cette dynamique entre des entreprises qui n'ont pas souvent l'occasion de se rencontrer. On a été très étonnés de ça. Ouais. Elles sont toutes membres de clubs business divers et variés, mais finalement... Alors qu'elles sont à quelques... Oui, voilà, mais dans des domaines d'activité différents, finalement, elles étaient heureuses de se rencontrer. Et nous, on pense que c'est notre rôle d'être facilitateur, d'être accélérateur de ces rencontres. Et de ces rencontres-là ont émergé un certain nombre d'idées très concrètes en termes de circulaire et en termes de mobilité, par exemple. Une entreprise qui découvre qu'elle fait circuler des camions pour faire des livraisons, mais que les camions repartent à vide. Et elle découvre une entreprise qui est intéressée pour utiliser ce vide de camions, entre guillemets. C'est des choses toutes bêtes. Et on se dit, génial, on se dit, bon, c'est pas forcément... Et vous dites, super, nous, on a fait notre boulot. On a gagné notre journée. Et les entrepreneurs aussi. Ouais, effectivement. Il y a un thème qui me semble important parce qu'il est aussi à la fois problématique, parfois polémique, mais ce n'est pas pour ça qu'il m'intéresse, mais la question de l'artificialisation des sols. On a vu que le Premier ministre, dans l'une de ses premières déclarations, a dit attention, il faut peut-être regarder ça de plus près, peut-être qu'on va trop vite. Bref. Comment vous conciliez ces deux enjeux qui peuvent sembler contradictoires, respect de la biodiversité, attention, objectif zéro artificialisation nette d'ici 2050, et le développement d'un territoire? Alors, on a pour ça une vraie politique foncière, qui est une politique foncière publique, mais on a découvert, ou on s'est assuré en tout cas pendant ce séminaire des circulaires, que les entreprises adhéraient à cette politique et souhaitaient même y participer. Le foncier devient rare, en effet. Il est rare et économiquement parce qu'il devient sur un territoire comme le nôtre très cher, et il devient rare du fait de ces réglementations qui existent et dont on doit et dont la logique, dont on approuve la logique. Donc maîtrise foncière du public pour faire notamment ce qu'on appelle le bail réel solidaire. On a créé un office foncier solidaire avec les entreprises et elles seront appelées à être membres de cet office foncier solidaire pour loger des salariés. Le bail réel solidaire, c'est on dissocie la propriété foncière de ce qui est dessus, le bâtiment. Et le foncier reste propriété de la collectivité publique. Et on développe la même logique dans le domaine économique. On est le premier territoire de Bretagne et je crois le troisième en France à le faire. L'ensemble de nos zones d'activité publiques, celles qu'on aménage, seront désormais commercialisées en bail à construction. C'est à peu près l'équivalent. Le bail à construction, c'est on aménage des lots. Il y a des financements publics pour aménager ces lots dans des zones d'activité, mais il n'est plus question pour nous maintenant de vendre ces lots, on en reste propriétaire. L'objectif, c'est bien une logique de développement économique, de création d'emplois, de création de valeur. Donc les entreprises, ils construisent leurs bâtiments, ils ont un bail de longue durée, mais à aucun moment ils seront propriétaires du terrain. Et ça, c'est vraiment un changement de logique complet, mais là aussi, les entreprises sont intéressées. Alors certaines sont déçues parce qu'elles ont une logique patrimoniale, mais dans ce cas-là, on leur dit qu'elles peuvent trouver sur le marché privé le foncier qu'elles veulent pour développer cette logique patrimoniale. Mais nous, pour ce qui nous intéresse, la création d'emplois, c'est comme ça qu'on souhaite procéder. Merci beaucoup Yann Cristal et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Alexia Alvarez, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice marketing de Monomery. C'est une entreprise qui a été créée en 2019 par Maxime Lepinet sous un autre nom, Crimirotech. On va revenir à l'origine, c'est quoi l'idée de départ? Alors l'idée, on a voulu apporter une solution au refus des tri. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des déchets qui ne peuvent pas être recyclés. Un refus des tri, ça va être un déchet, un paquet de chips. C'est-à-dire c'est un produit qui ne peut pas être recyclé parce qu'il y a des composants qui font qu'il va aller soit en enfouissement, soit en incinération. Nous, on apporte une solution innovante qui a été brevetée. On a des catalyseurs liquides minéraux qui vont apporter une solution et qui vont transformer ce déchet en monomère. Alors, c'est quoi un monomère? Parce que tout le monde Parce qu'on dit ne le sait polymère, monomère. Donc, c'est quoi un monomère? Tout à fait. Un monomère, c'est tout simplement le nom scientifique qu'on va venir donner à un gaz de type industriel, éthylène, propylène, styrène, et qui va servir à faire des produits de la vie quotidienne comme le plastique, le textile,
des médicaments, des produits de la cosmétique, de la peinture, entre autres. Ouais. Ça veut dire que, alors on reviendra à la matière première, c'est-à-dire les déchets, quel type de déchets, etc. Vous nous réexpliquerez, mais ce que vous proposez ensuite en bout de ligne à vos clients, oui. C'est quoi? C'est solide, pardon, hein, mes questions elles sont vraiment basiques. C'est solide, c'est liquide, c'est du gaz? Qu'est-ce que vous proposez comme matériau? On a un produit qui est sous forme de gaz, qui va être utilisé par les polyméristes. D'un côté, on a nos clients qui sont en amont, c'est-à-dire les sites d'enfouissement, les centres d'incinération ou même des industriels qui ont des rejets et qui veulent valoriser cette matière en monomère. Ensuite, on a nos clients qui sont les industriels de la chimie et qui vont utiliser cette matière pour produire d'autres produits. Oui, c'est ça. Et donc, on est dans un cycle vertueux d'économie circulaire. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, on a une machine qui est vertueuse pour l'environnement, c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas d'eau, ne nécessite pas de consommables, est complètement électrifiée et émet très peu de CO2. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les monomères qui sont produits, ils sont issus de matières fossiles. Donc nous, on a une technologie qui permet de recycler des déchets, de la matière, et on peut transformer cette matière à l'infini. Oui. Avec donc, on va essayer de ne pas être trop compliqué, mais vous parlez de dépolymérisation, ce qui est logique, ionique. Comment ça marche ? Alors, c'est des catalyseurs sous forme de liquides minéraux. Donc, ce sont des liquides qu'on va chauffer. On va mettre la matière, le déchet, en contact avec ces liquides et ensuite on va avoir un gaz qui aura les mêmes qualités qu'un gaz issu de la matière fossile. C'est important quand même d'avoir un gaz qui va être qualitatif afin qu'on puisse être compétitif. Bien sûr. Et ce gaz va servir à faire de nouveaux produits mais qui vont être complètement décarbonés. Ce qui est important à savoir, c'est que nous, on va travailler avec des sites d'enfouissement, incinération ou des industriels, mais le gaz, le monomère qui va en sortir, il va être la propriété du client, ce qui va lui permettre d'avoir un ROI en moins de 4 ans et une rentabilité à long terme. Oui. Pour le client, celui qui va racheter la machine, c'est-à-dire le centre d'incinération, site d'enfouissement ou l'industriel. Ok, bien compris. On parle de quels déchets au départ? C'est des déchets plastiques ou ça peut être plus vaste que ça? En fait, ça peut être tout type de déchets. Nous, on se focalise quand même sur les déchets plastiques parce qu'aujourd'hui, c'est une pollution qui touche tous les pays, mais on peut traiter tout type de déchets. Ça, c'est très important à savoir parce qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui vont se focaliser sur un seul type de plastique, alors que nous, on peut traiter tout type de déchets, même s'ils sont en mélange et même s'ils sont souillés. Donc, on a cette capacité avec notre technologie de pouvoir tout traiter, et ce qui est quand même un avantage pour des clients comme des sites d'enfouissement qui vont recevoir tout type de déchets. Ça veut dire notamment il y a des plastiques qui ne sont pas recyclables aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont trop compliqués, il y a trop de matériaux mélangés. Il y a trop de composants, il y a trop d'additifs, ce qui fait qu'aujourd'hui, le tri mécanique, il y a une limite. Aujourd'hui, seulement 21% des plastiques sont recyclés en France, 9% à l'international. Et il faut savoir qu'il y a 460 millions de tonnes de plastique qui sont produites chaque année. C'est un marché qui continue de croître, la production de plastique. Il va tripler d'ici 2060, donc il faut trouver une solution, il faut apporter une solution. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, un plastique n'est pas fait d'un seul type de monomère. Il y a plusieurs monomères, il y a des additifs, il y a des composants qui font qu'aujourd'hui, un centre de recyclage mécanique ne pourra pas recycler tous les plastiques. Vous venez de changer de nom, Crimirotech, c'est vrai que c'était un peu compliqué à prononcer. Monoméris, c'est plus simple. C'est aussi un moyen de se développer à l'international? Tout à fait. Nous, on tient à se développer à l'international parce que notre ambition, c'est de pouvoir contribuer à la décarbonation de l'industrie, de proposer un éthylène circulaire. Aujourd'hui, l'éthylène, c'est le monomère le plus utilisé dans le monde, et de pouvoir équiper la plupart des centres d'incinération ou enfouissement avec une machine Melta. C'est le nom de notre machine qui peut recycler jusqu'à 10 000 tonnes à l'année de refus des tri ou tout type de plastique, comme je l'ai mentionné, afin de justement pouvoir diminuer l'impact
de la production de plastique et éviter l'importation de matières fossiles afin de faire des monomères sur le territoire. Merci beaucoup Alexia Alvarez. C'est une petite question perso, vous parlez combien de langues? Alors, je parle 4. Ça va aider Monoméris à se développer à l'international. Oui, tout à fait. Bon, ben voilà, c'était juste une petite question de curiosité. Merci beaucoup, bon vent à Monoméris. Voilà, je voudrais remercier les équipes de programmation et de production, Alexis Mathieu, Marie Billa, sous la houlette de Nicolas Juchat, et puis Romain Luc, le réalisateur, et Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Belle fin de journée et à très vite sur Be Smart for Change.